Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'est l'heure de l'histoire avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, ça va. Tu as regardé The Northman? Non, mais je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Jean-Paul. Non, j'ai le film. Non, Je regarde. Il faut regarder ce film. Bon, et puis aussi, j'ai un peu suivi la critique que tu en as faite sur. Oui, j'ai remarqué sur que Facebook. ces derniers temps, il y a une diabolisation des femmes dans le cinéma. On parle de diabolisation, c'est-à-dire qu'elles sont au centre des complots terribles. Mais quand tu regardes le duel avec Ben Affleck et Matt Damon, c'est de Radley Scott si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Si tu regardes le duel et puis tu regardes Northman. C'est inspiré d'une histoire vraie en plus. Ouais, mais The Northman, c'est terrible qu'une mère peut arriver jusqu'à ce stade-là. Hein. Je te raconte pas. Voilà. Ne spoilie pas le film, comme on dit. Mais la go qui est dans le duel, elle est sanguinaire. Oui. Et surtout elle a joué sur l'amour, la foi. Voilà. Elle a joué sur les deux thèmes. Exactement. Et même le sens de la femme. Elle s'est débarrassée de son mari et de sa belle famille au calme, en utilisant l'espèce d'obsession que. Et elle a rendu service à son père. Elle lui a fait un héritier. Oui, exact. Elle a conforté les gens dans la foi, que Dieu sauve toujours le gars qui a raison. Mon cher. C'est important. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on était en pleine inquisition, donc la foi jouait un rôle central. L'histoire nous emmène où ce matin? En France. Et aujourd'hui, on va parler d'un monarque que tu aimes beaucoup. On va parler de Louis XIV. Louis XIV. Voilà. Quoi, la date là correspond? Le 9 juin. 1660, ça correspond au 362e anniversaire du mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche. Donc, Marie-Thérèse d'Autriche était la fille de Philippe IV, roi d'Espagne à l'époque. Il faut se rappeler que, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, que la France à l'époque avait signé le 7 novembre 1659 un traité de paix avec l'Espagne. Pourquoi? Parce que à l'époque, la France et l'Espagne étaient les deux puissances dominantes en Europe. Et depuis 25 ans, depuis 1635, ces deux pays se faisaient la guerre. C'était la guerre qu'on appelle la guerre des 30 ans, mais en réalité, elle en a duré 25. Et comme le veut la coutume, en réalité, lorsque deux puissances, lorsque deux familles royales se font la guerre, lorsque l'on parvient à sceller un accord, cet accord, comme je l'ai dit, avait été signé le 7 novembre 1659, qu'on appelle le traité des Pyrénées. Et donc, dans le traité des Pyrénées, quand les familles royales signe la paix, on scelle ça comment? On scelle avec un mariage. Et donc, c'est ce qui s'est passé entre, évidemment, la France et la famille de Habsbourg, qui était la famille régnante en Espagne. Ils vont décider de marier les deux jeunes disons, membres de la famille royale, parce que Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche ont tous deux 21 ans, ils sont jeunes, même si Louis XIV est déjà roi, mais il ne règne pas. Il a un premier ministre qui s'appelle Mazarin, et c'est lui qui a justement... Mazarin, il était trop fort. Le cardinal de Mazarin, c'est lui justement qui avait négocié cet accord avec l'Espagne, et qui avait donc négocié également le mariage. Et dans le mariage, il faut savoir qu'il y a également, outre l'union entre Marie-Thérèse d'Autriche et Louis XIV, il y a aussi un certain nombre de cadeaux en réalité que l'Espagne va faire à la France, un certain nombre de territoires qui étaient placés sous son autorité, notamment tout au long de la frontière entre la France et l'Espagne, vont basculer. C'est ainsi, par exemple, que la Lorraine va rentrer pour la première fois en France. Et donc, pas toute la Lorraine, une partie de la Lorraine. Il y a l'autre partie qui était germanique. Et donc, et un certain nombre d'autres territoires qui sont à la frontière. Et puis, la France va obtenir de l'Espagne, en guise de dot, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est la famille de la femme qui verse la dot, pas comme chez nous, c'est plutôt la famille de l'homme qui verse la dot. La famille de la famille de Habsbourg, donc la famille régnante d'Espagne, doit verser à Louis XIV une dot de 500 000 écus. Alors ça représente aujourd'hui plusieurs milliards d'euros. Et le cardinal de Mazarin est très malin, parce qu'il sait que la France est véritablement vainqueur en réalité de cette guerre. Et donc, si tu veux cet accord qu'on a dans le traité de Pyrénées, en fait, ça scelle la victoire de la France, puisque
à l'issue de celle-ci, la France va définitivement devenir la première puissance de l'Europe, première puissance sur le plan politique, première puissance sur le plan économique et également première puissance sur le plan de, si tu veux, l'influence sur les territoires en Europe. Et donc, c'est un mariage qui est très important et celui-ci est célébré non pas à Versailles, mais dans la petite ville de Saint-Jean-de-Luz. C'est une petite station balnéaire qui est située dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais il faut savoir que la tradition en Espagne voulait qu'en réalité, le mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche ne s'est en réalité pas déroulé le... Jean-Paul, je ne comprends pas pourquoi elle s'appelle Marie-Thérèse d'Autriche alors que c'est net. Alors, elle s'appelle Marie-Thérèse d'Autriche parce qu'elle est la fille aînée du roi Ferdinand IV d'Espagne. Mais Ferdinand IV d'Espagne avait eu un premier mariage avec une famille régnante, donc la famille d'Autriche. Mais comme n'ayant pas fait de descendants mâles, eh ben, il va, à la mort de sa première femme, épouser une seconde épouse, et c'est cette seconde épouse qui va lui donner un premier héritier mâle. Et donc, c'est de ce fait que, comme Marie-Thérèse d'Autriche ne pouvait pas prétendre à la couronne parce que c'est une femme, et donc son nom ne pouvait pas être attaché à celui de son père. C'est la raison pour laquelle on va rattacher son nom à celui de la famille de sa mère, donc la famille d'Autriche. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Marie-Thérèse d'Autriche. Mais d'accord. Il faut savoir que par la suite, je vais en parler, mais revenons d'abord au mariage. Donc, la pratique voulait en Espagne que l'infante, donc la femme, la princesse, ne quitte pas, une princesse ne quitte pas le territoire d'Espagne mariée hors de ce territoire-là. Donc, en réalité, il va y avoir une première cérémonie secrète le 3 juin 1660. Et donc, à l'issue de cette cérémonie secrète, elle va être faite, si tu veux, sans la présence des deux futurs mariés, mais en présence des représentants des deux familles. Et donc, ensuite, les deux futurs tourtereaux se rencontrent pour la première fois le jour du mariage, donc je l'ai dit, à l'église Saint-Jean-Baptiste de la ville de Saint-Jean-de-Luz. Et donc le mariage est célébré par le cardinal de Bayonne, qui vient donc sceller cette union-là. Et il faut savoir que par la suite, donc, d'abord, au niveau du faste, on a des images aujourd'hui, on a des représentations, des peintures qui racontent un peu cette cérémonie. C'est une cérémonie qui véritablement n'est pas très faste. Il n'y a pas eu un étalage de richesse ostentatoire comme on a pu le voir par la suite avec Louis XIV qui, à Versailles, va organiser de nombreuses fêtes qui vont rester dans l'histoire. Non, c'est une fête qui était quand même assez sobre dans l'organisation et dans les dépenses somptuaires et les dépenses qui en ont été faites. Et donc, comme je le disais, tout ça va permettre donc de mettre un terme à cette guerre-là entre la France et l'Espagne, de sceller, si tu veux, le rapprochement entre les deux familles régnantes françaises et espagnoles. Et ça permet aussi, il y a une chose qui est importante, c'est que Ferdinand IV de Habsbourg, en scellant ce mariage avec la France, d'abord, il était obligé aussi, parce qu'il a perdu la guerre. Il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne le savent pas, que dans un premier temps, il avait d'abord promis sa fille à Louis XIV. Après, il avait voulu la promettre à l'empereur germanique, donc le roi d'Allemagne, si on peut parler ainsi. Avant, ensuite, de revenir sur sa décision du fait, parce que ses troupes étaient en train de perdre contre les troupes françaises. Et donc, à partir de là, il va donc, par le lien du mariage, sceller une alliance avec la famille la plus puissante d'Europe, le royaume le plus puissant. Mais en réalité, par la suite, c'est une union qui ne va pas être sans conséquences. Pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre que par la suite, il va y avoir, si tu veux, une espèce de contestation, de la part de la France, notamment à la mort de Ferdinand IV. Pourquoi ? Parce que Louis XIV va déjà réclamer par la suite à la famille d'Espagne le paiement de ces 500 000 écus. Et donc, comme l'Espagne n'aura pas la possibilité de le faire, il va donc déclarer une seconde fois la guerre à l'Espagne. Ce sera la guerre dite de dévolution, à cause justement de cette vieille coutume-là qui voudrait que la famille de la femme puisse payer la dot à celle du mari. Et donc, le fait que cette dot n'a pas été payée va par la suite créer ce second conflit. Et ça va évidemment
déconcerter les autres puissances qui étaient notamment des alliés de l'Espagne, notamment par exemple de la Suède, parce qu'il faut savoir par exemple que dans le même temps, par exemple, le roi Charles X Gustave de Suède va justement déclarer la guerre au roi de Pologne Jean de Casimir, qui justement contestait l'accession au trône de celui-ci. Or, le roi le roi Charles X Gustave, lui, du fait des alliances qu'il avait et du lien de la parenté qu'il avait avec justement la famille régnante d'Espagne et celle-ci ayant une alliance avec la France, eh ben ça va entraîner encore une guerre en Europe. Cette guerre cette guerre en Europe qui va durer près de 10 ans va être conclue par un accord entre, d'une part, la France, avec toujours le roi Louis XIV, et un certain nombre de monarchies européennes, notamment d'Europe du Nord. Et donc, à partir de là, grâce au soutien que la France va apporter, notamment au roi de Suède Charles X Gustave, que la France va, une fois de plus, devenir incontestablement, à la suite de ce traité de Westphalie, la première puissance en Europe. Et à partir de là, on va entrer dans la période dite de le siècle des Lumières, avec justement ce roi Louis XIV qui va devenir le roi Soleil, qui va devenir le grand monarque qui aura légué toute cette culture, toute cette trace historique que l'on peut retrouver notamment aujourd'hui. D'accord, Louis XIV dont je suis la réincarnation. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Je m'en fous. La jalousie va te tuer, René. Urban FM 104.5.